Bonjour à tous. Bon, je garde le béret, ça fait parachutiste. Tiens. Comment ça marche ça? Vous m'entendez là? Ça marche? Non. Oui, il faut marcher, il faut mettre sur on. En français, c'est marche. Ah bon? Voilà, dans un premier temps, s'il vous plaît, coupez vos portables. D'ailleurs, je n'ai pas coupé le mien, parce que c'est pénible. Parce que Roger, il va gueuler. Ben non, pourquoi je vais gueuler? La première chose, je voudrais souhaiter la fête au papa. La fête des papas. Remerciement classique à tous ceux qui ont participé à cette journée. C'est du travail. Ça fait 6 mois qu'on est dessus avec Roger et Monsieur Rochard. Donc ça ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont là, mais beaucoup de gens ont oublié de venir. Petite opération comme aujourd'hui, il faut 1 000 € dans la caisse pour payer les faux frais. Merci au public. La population ici, le public, est composé essentiellement de membres de Alain Soral, des membres du Front National à titre individuel, ou des anciens comme moi-même, Du Parti de la France. des gens du Parti de la France, des gens du PNF, des traditionalistes catholiques de Monseigneur Lefebvre. Voilà en gros, excusez-moi pour les autres si j'en oublie, mais grosso modo c'est ça, le public. Merci. Pour ma part, je vais prendre la parole 2 minutes parce que vous n'êtes pas venu me voir, vous êtes venu voir Roger. Je suis un ancien membre du Front National, j'ai quitté il y a 8 mois à peu près. Je suis chez Alain Soral depuis 5 ans. Et puis, le programme, Roger va faire une conférence qui va durer 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend, c'est son avion qui nous guide, c'est pas nous. Ensuite, après la conférence, on va monter un vin d'honneur et Roger dédicacera son livre à la sortie. Aussi, on fera un petit drapeau, on fera une quête pour donner aux 10 personnes qui nous protègent, le service de sécurité. On ne sait jamais qu'il y ait une dizaine de crasseux qui viennent, là, les gauchistes. Comme ça, ils seront accueillis. Voilà, vous êtes tranquilles. Je passe la parole à Didier Rochard pour présenter Roger. Merci, Pascal. Voilà, c'est un grand honneur de vous rencontrer ici, de présenter Roger Hollande, dont je suis l'adjoint. Et c'est d'autant plus un grand honneur que je sais que parmi vous, il y a des grands anciens et que c'est toujours important de pouvoir entendre le témoignage de ces personnes. Vous savez sans doute que Roger Hollande est en train de recréer un mouvement, les Cadets de France, de façon à donner à cette jeunesse ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire la connaissance historique et cet élément de patriotisme qu'on a totalement oublié, essentiellement dans l'éducation nationale. Alors je veux remercier en particulier M. Auberton qui est là dans la salle et qui nous fait la joie d'être là. Présenter Roger Hollande en 1 minute, vous imaginez bien que c'est toute une vie de combat pour la vérité qu'il faudrait résumer en moins d'1 minute. C'est impossible. Donc je laisserai à Roger le soin de vous raconter, de témoigner absolument de ce qu'il a vécu. Roger, vous le savez, est un soldat de la France, quelqu'un qui a donné sa vie pour la France, pour le béret rouge. C'est quelqu'un qui fait partie des fusiliers marins, 3 séjours en Indochine, en Algérie, une blessure gravissime qui heureusement ne l'a pas amoindri. Et Roger, après cela, a intégré, a créé, parce que c'est un créateur,
un groupe de jeunesse, déjà à ce moment-là. Pourquoi de jeunesse? Eh bien parce que Roger est persuadé, et nous le sommes tous, que c'est par les jeunes générations que nous arriverons à régénérer ce pays. Donc, mouvement de jeunesse, il vous en dira peut-être un mot tout à l'heure, qu'il essaye de réanimer après les cadets du château, pour ceux qui connaissent bien, etc. Roger Hollande, c'est une carrière au service de la vérité. Tous ses bouquins, et vous l'avez peut-être vu sur des vidéos, Roger, la phrase de Roger, c'est très fréquemment « si je mens, qu'on m'arrête immédiatement ». Seulement personne ne l'a jamais écrit en faute de mensonge. Ces bouquins sont la vérité historique, ce qui manque beaucoup à notre époque aujourd'hui. Et par conséquent, pour moi, c'est un honneur que de servir le CNC, le Cercle National des Combattants, c'est un honneur de servir Roger et tous les anciens qui sont là. Je suis moi-même un ancien combattant, si on veut, mais aujourd'hui, les OPEX, on y passe 2 mois. À l'époque, n'oublions pas que Roger a fait 3 séjours en Indochine, puis l'Algérie, puis cette blessure, etc. C'était un tout autre état d'esprit, c'était une toute autre carrière. Donc, hommage aux anciens, honneur aux anciens. Vous avez, vous les anciens, un rôle primordial à jouer, c'est celui de témoigner pour les jeunes. Car aujourd'hui, les seuls qui racontent des conneries, on le sait, à nos enfants, ce sont les pseudo-éducateurs. Aujourd'hui, on a besoin de témoins comme vous qui soient capables de dire la vérité aux enfants, comme Roger Hollande le fait dans une 40aine de bouquins. Et je donne la parole à Roger, que vous attendez tous. Bon, mes chers amis, bonjour. Je suis content de voir dans cette salle pas mal de vieux copains, y compris mon ami Arrête Landresse, avec qui j'étais en Indochine, et qui m'a fait le plaisir de venir alors qu'il m'avait dit au téléphone qu'il était bien fatigué. Je vois aussi d'autres têtes que j'ai connues quand j'étais à Bayonne. J'ai fait pas mal de séjours à la brigade et j'ai toujours, et depuis je n'ai cessé de dire combien cette unité était belle, grande et disposait d'hommes de valeur il y a encore quelques années. Lorsque j'ai accepté de venir il y a quelques mois, je ne pensais pas arriver dans une situation politique telle que celle que nous vivons aujourd'hui. Là, nous allons assister à l'arrivée à l'Assemblée nationale de 400 bourricots. J'espère que l'intendance va faire entrer pas mal de foin, parce que je ne sais pas où ces gens-là vont nous mener, parce que je ne sais pas très bien où ils vont eux-mêmes. Le résultat, c'est qu'il y a 1 an, on pouvait penser que la France en avait marre de tous ces zigotos et qu'elle allait balayer tout ça. Eh bien, 1 an après, on assiste à des gars sous un autre costume, sous une autre appellation, mais qui vont faire la politique à peu près la même que celle qu'a fait M. Hollande, la catastrophique politique de M. Hollande. D'ailleurs, lorsque M. Hollande était là, on parlait, comme Sarkozy l'avait fait d'ailleurs, de ce jeune militant communiste qui n'a jamais été résistant, et là, l'autre, il a été à Colombey, les 2 églises. Non, pas à Colombey, les 2 églises, à Oradour-sur-Glane, pour bien commencer, puisque nous sommes pour la réconciliation franco-allemande. Il est bien sûr certain que tous les mois, il faut nous emmerder avec Oradour-sur-Glane. Sans ça, il n'y aura rien. Alors moi, ce que j'ai décidé aujourd'hui, c'est de vous expliquer l'histoire de France. L'histoire de France que vous, les anciens, vous connaissez en partie. Certains d'entre vous en connaissent pas mal. Mais les jeunes de notre pays ne connaissent plus rien à notre histoire de France. Parce que les livres d'histoire, et je le prouve dans tous mes bouquins, les livres d'histoire sont faussés, totalement faussés. Quand je me mets à ma table de travail et que j'y passe des nuits et des nuits, au bout de 2 mois, 2 mois et demi, je sors un bouquin de 300, 400, 500 pages. Et ce que j'ai écrit dans ces 400 ou 500 pages
ça n'a rien à voir avec la politique de la France, avec la vérité politique de la France. Je vais donc commencer par le commencement, par la guerre de 40. Parce que vous verrez, mon développement vous le prouvera, que ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les mensonges de 1940 qui continuent. Et pour que ces mensonges n'apparaissent pas, qu'à travers eux n'apparaisse pas la vérité, tous les jours ils racontent une couche de mensonges supplémentaires. Donc le 3 septembre 1939, l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne. Le lendemain, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Le 5 septembre, M. Shai Westman, président de l'organisme sioniste et de l'agence juive, déclare la guerre à l'Allemagne au nom de tous les juifs du monde. Pourquoi? Ça n'est jamais nulle part. Pourquoi? Ça n'est jamais nulle part. Il est bien sûr et certain que ça n'excuse pas le drame qu'ont connu les Juifs. Mais s'ils étaient en guerre et qu'ils avaient déclaré la guerre à Adolphe, il faut le déclarer. C'est déjà le premier mensonge. Ensuite, nous venons de vivre là le 100e anniversaire de la bataille de Verdun. On pouvait attendre, même de M. Hollande, je dis bien même de M. Hollande, à ce que le nom du maréchal Pétain soit cité pour le 100e anniversaire de la bataille de Verdun. Mais ça n'a pas été le cas. Non seulement Pétain n'a jamais été cité, mais on a mis en avant, pour contrer la mémoire du maréchal Pétain, on a mis en avant le général Nivelle, qui passait pour un assassin vis-à-vis de tous les soldats de 14-18, et puis on a mis aussi contre Pétain Clémenceau. Parce que Clémenceau, on a trouvé quelques phrases de Clémenceau qui attaquaient Pétain. Mais moi, je me suis penché dans mes archives, et j'ai de grosses archives. Et en me pensant dans mes archives, j'ai vu que Clémenceau avait dit du mal de Pétain, mais Clémenceau a dit du mal de tout le monde. Alors donc c'est très facile de trouver quelque chose à dire sur Pétain. Et j'entendais l'autre soir, c'était des gens qui se promenaient à Nice. Vous entendez bien, c'était une balade dans Nice. Et le promeneur, le guide, disait comme ça à la télé à ces gens, vous êtes ici dans l'ex-rue Maréchal Pétain, parce que ce maréchal, bourreau de Verdun, je ne raconte jamais d'histoire. Tout ce que je dis, vous pouvez le contrôler, vous pouvez le répéter, c'est vrai à 100%. Ce maréchal bourreau de Verdun, qu'est-ce que ça veut dire, bourreau de Verdun? Vous savez ce que Clémenceau avait dit lorsque les régiments se sont révoltés parce qu'ils en avaient marre d'être dans la boue, dans le sang, dans la merde, sous la pluie depuis des mois et des mois. Clémenceau a dit, vous alignez les régiments, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 10 feux, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 feux, vous en tuez 1 sur 10. Voilà ce qu'a dit M. Clémenceau, et voilà au nom de qui tous ces abrutis d'aujourd'hui se permettent d'insulter le maréchal Pétain. On reviendra dans le cours historique que je vous fais sur Pétain et l'anniversaire de Verdun. Mais en 1940, donc la guerre est déclarée. Nous ne sommes absolument pas prêts. Ça se passe très 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 mal et ça commence à sentir le roussi quand l'armée anglaise, devant Dunkerque, rembarque ses troupes sans prévenir le général Weygand. C'est clair, net et précis. D'abord, ils avaient envoyé très peu de troupes, ils avaient envoyé très très peu de leur aviation qu'ils avaient gardé pour eux, et ils rembarquent la paille entre les fesses en laissant la totalité de leur armement et la totalité de leur matériel sur place. L'armistice est signé. Entre-temps,
M. de Gaulle a fait un appel que personne ou presque n'a entendu. Et puis, le gouvernement s'installe à Vichy, où la totalité du Sénat et la totalité de la Chambre des députés lui donnent la majorité, à quelques voix près. Et le dernier vote à Vichy, il y a, on nous dit, 80 personnes, 80 députés qui n'ont pas voté. Ça devient des héros, des résistants. Les trois quarts étaient bloqués sur les routes et n'avaient pas pu arriver à Vichy, on le sait aujourd'hui. De toute façon, en travaillant très sérieusement sur ce document, je me suis aperçu que l'arrivée de Charles de Gaulle le 13 mai 1958 au pouvoir a donné plus de magouilles et plus de combinations que l'arrivée de Pétain à Vichy. Parce que je reviendrai là-dessus, M. de Gaulle avait préparé son putsch, parce qu'il envoyait des officiers à Alger voir Salon. Vous avez bien prévu assez de paras, vous avez prévu assez de troupes. De Gaulle n'est arrivé au pouvoir que par la magouille et par un pronunciamento. Alors, la guerre se termine mal. Elle se termine très mal. Pétain signe l'armistice. Depuis, c'est soi-disant une capitulation. Ça n'est pas une capitulation, c'est un armistice. Étant donné que la France n'était pas occupée totalement, nous gardions un embryon d'armée, nous gardions la moitié de la France, mais disent tous ces petits cons là chaque soir à la radio, à la télé, mais que faisait Pétain? Mais pourquoi ne résistait-il pas? C'est à croire que l'armée allemande n'était pas en France. Il n'y avait pas d'armée allemande en France, c'est quand même un peu bizarre. Alors, le gouvernement de Vichy s'installe et la République française prend travail, famille, patrie comme devise. On peut s'apercevoir aujourd'hui qu'il n'y a plus de travail, plus de famille et plus de patrie. C'est quand même un peu bizarre, la descente aux enfers. Et l'autre soir, je lisais dans le Figaro, parce que je m'astreins à lire tous les jours une grande partie de la presse. D'ailleurs, mon adjoint est étonné de voir les archives que j'ai. Et le gars du Figaro disait, mais l'économie française sous Pétain n'était pas très bien menée. Enfin, là aussi, l'armée allemande n'était pas là. L'armée allemande ne se servait pas. L'armée allemande ne touchait pas 400 millions par jour. 400 millions par jour de frais de stationnement que le gouvernement de Vichy payait rubis sur ongle tous les jours. Et après ça, eh bien, nous assistons à l'assassinat de nos marins, à Mercel-Kébir. L'Angleterre demande à la flotte de rejoindre. Mais énormément de bateaux étaient partis en Angleterre, à Plymouth et à Portsmouth. Non seulement ils attaquent Mercel-Kébir, ils nous tuent 1300 marins, 1300 morts. Et la nuit d'avant ou la nuit d'après, enfin dans les heures qui suivent, ils attaquent les bateaux français qui se sont réfugiés en Angleterre. Entre autres, je le dis, à Portsmouth et à Plymouth. Les gens veulent écrire l'histoire de 1940 sans parler de tout ça. Mais moi, je me souviens, j'étais gosse, je me souviens ce qu'était la marine française pour les gosses français. Nous avions tous les bateaux en plomb, des beaux petits bateaux. On savait que ça c'était tel croiseur, tel torpilleur, tel sous-marin, telle vedette rapide. On connaissait toute la marine française. Et là, ils nous tuent, ils nous massacrent des centaines de marins. La situation a écouté tous ces gens qui savent tout. Vous savez, quand il y a des reportages, vous avez à Beyrouth Jean sait rien, qui appelle J'en sais pas plus, et ils discutent pendant 1 heure en racontant quoi? En ne racontant rien, parce que quand vous avez par exemple la guerre en Syrie,
Ça fait maintenant des années que ça dure. Est-ce qu'il y a eu une seule émission politique et historique sur la Syrie à la télé ou à la radio française en 4 ans, dans les 4 ans qui viennent de s'écouler? Jamais. Absolument jamais. Alors qu'il y a beaucoup à dire sur la Syrie. La Syrie a été un mandat donné à la France après la guerre de 14 par l'Assemblée des Nations. Et la France avait hérité du Liban et de la Syrie. Et c'est lorsque la France était présente que la Syrie s'est développée, est devenue un État moderne, et ce sont les Français, le général Gouraud entre autres, qui ont sorti de la misère les amis du président actuel de Syrie, les Alaouites. Les Alaouites sont une minorité, une infime minorité d'1 million de personnes qui, jusqu'à l'arrivée de la France, étaient la valetaille. Hein? Les boys des autres, quoi. Ils faisaient tout simplement bon à brasser la merde, quoi. C'était des sous-hommes, quoi. Et c'est la France qui a fait des Alaouites, qui leur a déjà donné une région, la région Alaouite, où pas bête du tout, M. Elstine a mis le port soviétique, qui vient, enfin fort russe, qui vient de s'installer, c'est dans cette région Alaouite. Et les Alaouites, qui n'étaient pas si bêtes que voulait bien le dire les autres de religions musulmanes différentes, sont rentrés dans l'administration, et le père de l'actuel président, qui était un assassin, qui était un voyou, hein, était rentré dans l'armée, comme beaucoup d'Alaouites. Et au moment de l'indépendance, ils ont pris le pouvoir. Et c'est vrai que son père était un assassin. Mais le père, bizarrement, on ne l'attaquait jamais parce qu'il était plus ou moins socialiste sur les bords. Hein, comme le tueur de chrétiens, hein, du Liban, ils étaient tous les deux à l'international socialiste. Ils allaient même au congrès du Parti communiste. Tout ça, bien sûr, venait du fait que déjà le mensonge s'était mis en place. Mensonge, je le répète, systématique, et je vous le prouverai pendant 1 heure en vous citant des faits précis et des dates précises. La France, avant la guerre de 40, avait connu le Front populaire. Moi, je me souviens, j'étais gosse, et on habitait rue des Boulets, hein, un quartier très populaire, une rue très populaire qui n'existe plus. Aujourd'hui, ce genre de rue n'existe plus. C'était très sympathique, d'ailleurs. Le dimanche matin, toutes les fenêtres étaient ouvertes, hein, et on entendait les chanteuses, la fameuse chanteuse là, qui était à Radio Andorre. En bas, il y avait, c'est pas en 1870, c'était avant 40, hein. Il y avait le gars qui faisait rôtir son café, il y avait le marchand de frites, enfin, c'était des quartiers populaires. Et je me souviens, donc, j'étais à 2 doigts du boulevard Voltaire, où je regardais de temps en temps passer, hein, les rouges, hein, plus rouge que ça, tu meurs. Il n'y avait que du rouge partout. C'était pour le pain, la paix, la liberté. Ils ont tellement foutu le merdier que quelques mois après, il n'y avait plus de pain, plus de paix et plus de liberté. Mais ça aussi, hein, on évite de le rappeler. Il est bien sûr et certain que nous, gens de droite, étant assez sociaux sur les bords, nous pensons qu'il y avait peut-être des lois ouvrières à revoir. Mais enfin, eux, en France, comme en Espagne, ils ont amené le merdier total. Parce que le Front populaire s'est déclaré aussi en Espagne, et là, on a assisté à des choses absolument horribles, parce que les républicains espagnols ont été pris en main par les hommes de Staline, je ne dis pas des communistes, je dis par des hommes de Staline, qui ne dépendaient que de Staline, qui n'obéissaient qu'à Staline. Et le chef de toute cette bande d'enfoirés, hein, c'était M. Marty. M. Marty, qui en avait surtout envers
les anarchistes du POUM, dont il a fait fusiller plusieurs centaines. Il a fait fusiller plusieurs centaines. Tout ça, il n'y a qu'à lire les livres d'Orwell, tout ça est écrit noir sur blanc. Alors, ce qui devait arriver arriva. Après Dunkerque, les choses s'accélèrent et c'est donc l'arrivée des Allemands à Paris. Dans les mêmes convois qui amènent l'armée allemande à Paris, arrivent les dirigeants communistes. Pas Thorez, qui a déserté son unité au combat et qui est parti à Moscou, mais Duclos et un tas d'autres salauds qui, dans le sillage de l'armée allemande, avec tous les OS prévus, traversent toutes les lignes allemandes, arrivent à Paris et sont logés dans les locaux commerciaux de l'ambassade des Soviets à Paris. Dès le lendemain, ils se rendent pour voir le lieutenant Weber, qui, avant l'installation de la brigade Staffel, s'occupe de la presse française. Weber a été journaliste à Paris avant-guerre. Et les dirigeants communistes vont le voir et lui amènent un papier disant qu'ils sont prêts à soutenir le combat de la Russie et des Allemands. Ils ne disent pas que des Allemands, de la Russie et des Allemands, et qu'ils militent pour un gouvernement du peuple, c'est-à-dire du Parti communiste, en faveur de la Russie et de l'Allemagne. Et 2-3 chefs communistes qui ne sont pas trop des ordures à ce moment-là disent « mais c'est un Gauleiter communiste que vous voulez mettre en place ». Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà entendu parler de ça? Mais sérieusement, je parle. Je dis pas une fois de temps en temps. Est-ce que nos enfants à l'école savent que les premiers collabos de France étaient les communistes français et qu'ensuite les deux partis collaborationnistes qui étaient à Paris, un dépendait de Déa, ancien chef socialiste, et l'autre de Doriot, numéro 2 du Parti communiste et maire de Saint-Cloud. Personne ne le dit. Personne ne le dit. Alors qu'il est quand même bien sûr et certain, ça change totalement la nature des choses. Parce qu'en ce moment, on n'a jamais autant parlé de Pétain, on n'a jamais autant parlé de l'occupation. Mais ça fait 75, ça fait 80 ans que tout ça s'est passé. Pourquoi Pétain, chaque soir, est une ordure? Pourquoi Pétain ceci, Pétain cela? Ils ont des documents, ils les passent. Ils n'ont pas de documents, ils en fabriquent. Les 3/4 des documents filmés que vous voyez à la télé le soir sont fabriqués actuellement dans des studios de cinéma. Est-ce que tout cela est normal? Je ne pense pas que ce soit normal. Et je pense que le résultat des élections qu'on vient de vivre, il y a quand même un petit peu d'image subliminale dans les télévisions. Vous savez qu'on a réussi à prouver qu'il y a quelques années, chaque fois que Le Pen apparaissait à la télévision, eh bien derrière lui, il y avait Franco, Hitler et Pétain qui apparaissaient. Regardez-moi bien, je ne suis pas un abruti. Je ne suis pas venu ici vous raconter des conneries. Alors ne partez pas en disant « mais est-ce que ce que Roger a dit est vrai ?» Ce que je vous dis est vrai. Ça s'appelle les images subliminales. Et ils en usent et en abusent. Et celui qui en a abusé le plus, c'est monsieur Mitterrand. Et pourquoi rappelle-t-il tout ça? Mais il rappelle tout ça parce que la guerre de 1940 pouvait être évitée. Vous m'entendez bien? La guerre de 1940 pouvait être évitée. L'Angleterre était rentrée en pourparlers secrets avec l'Allemagne et c'était Lord Halifax en Angleterre qui menait la danse avec l'ambassadeur des États-Unis à Londres, le père du futur
président Kennedy. Le père du futur président Kennedy était pro-nazi. Et le roi d'Angleterre de l'époque, George VII, était pro-nazi. Et ces gens avaient pris contact depuis des mois avec l'Allemagne, et on sait même les endroits où se passaient les rendez-vous. Ce qui fait qu'en mai 1940, Lord Halifax devait remplacer Chamberlain, qui, fatigué, malade, devait quitter le pouvoir. Et c'est Lord Halifax qui devait prendre le manche. Et Lord Halifax était pour la paix avec l'Allemagne. La seule chose que voulait le roi d'Angleterre qui a démissionné, l'ambassadeur des États-Unis à Londres et leurs copains, c'était que le peuple anglais n'apprenne surtout pas qu'il y avait des pourparlers de paix et que la paix était possible, parce que sans ça, ça serait le merdier total. Donc Halifax doit remplacer Chamberlain, et le roi d'Angleterre qui a remplacé celui qui est devenu le duc de Windsor, nomme M. Churchill, alors que c'est Lord Halifax, l'homme de la paix immédiate avec l'Allemagne, c'est Churchill qui le remplace. Vous allez me dire, mais pourquoi Churchill? Pourquoi Churchill? Parce que Churchill est en faillite. Churchill est en banqueroute. Sa fortune se compose uniquement de parts de marché américaines qui ont chuté de 85 à 90%. C'est-à-dire que ce qu'il a dans ses coffres-forts, c'est du papier cul. Ça ne vaut plus un rond. Et que c'est bien, y compris le château du duc, son oncle, qui a donné son nom à un petit chant de gosse français, tout ça, ça va être vendu. Duc de Marlborough, tout ça, ça part en brioche, tout part en brioche. Churchill est en faillite. Et c'est Lord Halifax qui doit être nommé. Eh bien, c'est Churchill qui est nommé. Pourquoi? Parce que dans la semaine, un banquier juif autrichien, Sir Henry Strakos, ça s'écrit S-T-R-A-K-O-S-C-H, qui vient de prendre la nationalité américaine, qui est une immense fortune, rachète le papier cul de Churchill à un prix phénoménal, ce qui fait que Churchill n'est plus en faillite, il peut rester au pouvoir et il fait en sorte de continuer la guerre. Alors que Adolphe a proposé non seulement de retirer ses troupes de tous les territoires occupés, Luxembourg, Belgique, France, mais de dédommager les pays des dégâts causés par la guerre. Rien de tout cela n'a lieu, puisque Churchill met fin aux discussions qui durent depuis des mois. Ce qui fait que le 10 mai 1941, ne voyant rien venir, alors que sont dans le coup le Portugal, les royautés du nord de l'Europe, toutes les royautés d'Europe, Rudolf Hess, numéro 2 du régime allemand, il devient fou. Une nuit, il devient fou. Entre autres, la nuit du 10 mai 1941. Il vole un avion à l'aviation allemande et il part direction de l'Écosse. Il arrive en Écosse au-dessus d'un terrain d'aviation en pleine guerre. Au-dessus d'un terrain d'aviation en pleine guerre qui s'illumine. L'avion s'illumine pour lui permettre d'atterrir. Et puis quelques minutes après, ça s'éteint. Et Rudolf Hess se casse la gueule et manque de mourir dans un atterrissage difficile. Et la paix n'aura pas lieu comme il était prévu et comme il l'avait laissé entendre à Adolphe. Alors quand on nous dit
Mais qu'est-ce que Pétain a été foutre à Montoire? Mais Pétain est allé à Montoire parce que le président du Portugal, le président espagnol, le pape à Rome, plusieurs chefs d'État des royautés du nord de l'Europe et l'empereur du Japon avaient prévenu Pétain que les Anglais étaient en train de lui faire un enfant dans le dos. Mais je ne sais pas si vous voyez ce que je viens de vous raconter en 10 minutes. C'est le mensonge total. Et c'est pour enterrer tout ça qu'il continue à mentir chaque jour, que les télés ne racontent que des conneries, que la presse ne raconte que des conneries. C'est ça la vérité. Ça n'est pas autre chose. C'est ça la vérité. Alors quand je vous ai dit que l'ambassadeur des États-Unis à Londres était pro-nazi, mais aux États-Unis, il y avait un parti officiel nazi qui défilait en uniforme nazi en ville, y compris à New York et à Washington. Et le président des États-Unis, Roosevelt, s'était engagé sur l'honneur à ne jamais envoyer les boys se battre dans une guerre qui ne serait pas dans les intérêts des États-Unis. Ça n'empêche que quelques mois après, eh bien, ils interviendront en Afrique du Nord, ils débarqueront en Provence, et avant en Normandie après. Mais entre-temps, il y avait eu Marcel Kébir dont je vous ai parlé. Mais dans le même temps, nous qui sommes anciens d'Indo et qui avons aimé ce pays, ce territoire, ces peuples, ces habitants, dont nous avons gardé des souvenirs incroyables et que nous aimions vraiment. Parce que moi, je me suis battu pour l'Algérie française, parce qu'en tant que Français, il fallait se battre pour garder l'Algérie et le Sahara. Mais je vous jure, sur la terre de ce que j'ai de plus cher, que je n'ai jamais aimé l'Algérie comme j'ai aimé l'Indochine, qui était un grand pays, avec de grands peuples, avec des gens travailleurs, intelligents. Voilà la vérité. Eh bien, à ce moment-là, dès que l'armistice est signé, et quand les Anglais attaquent Marcel Kébir et nous tuent nos marins, eh bien, le Japon, même si l'empereur aime bien le maréchal Pétain, le Japon attaque l'Indochine française. Et là, depuis, et chaque jour, je dis bien chaque jour, ces salauds de coloniaux de l'armée d'Indochine qui ont collaboré avec les Japonais, ils n'ont jamais collaboré avec les Japonais. Les Japonais occupaient le territoire, mais l'administration française de l'amiral Decoux faisait son travail. Et jamais les rois du Laos, du Cambodge n'ont été respectés comme ils étaient respectés à ce moment-là. Jamais les jeunesses de Cochinchine, d'Annam ou du Tonkin, qui a donné le Vietnam, des royaumes du Laos et du Cambodge, n'ont été autant pro-français et pro leur propre pays, parce que Decoux exaltait la jeunesse à aimer et la France et leurs petits pays coloniaux. L'armée française, lorsque les Japonais attaquent, c'est une armée équipée comme en 1914. Comme en 1914. Des blindés de la guerre de 14. Une dizaine d'avions à peu près modernes sur les 240 qu'il y a, qui sont des vieux coucous qui ont du mal à voler. La France a acheté et payé aux États-Unis, de l'armement, des camions, 250 chasseurs modernes. Les États-Unis ont encaissé l'argent, ils n'ont jamais livré le matériel. Dans le même temps, je vais m'asseoir si vous voulez bien. Tu m'aides là? Ouais, c'est bon. Oui. Dans le même temps, les Anglais et les Américains arment les Thaïlandais,
qui sont aux mains d'un dictateur et qui n'ont qu'un but, attaquer l'Indochine française, ce qu'ils feront par la suite. Mais alors, les soldats français d'Indochine, ces collabos, n'ont pas résisté. Il y a eu dans un seul combat 840 morts dans le Nord, au Tonkin. 840 morts. Et on avait à la brigade un Sozov que les anciens ont connu, qui avait été décapité par les Japonais. Et il était à la brigade, tous les anciens de la brigade l'ont connu, et il était sur la fosse, et le mec lui avait filé un coup de sabre japonais, qu'il avait entaillé sérieusement, mais la tête n'était pas tombée, et on l'a connu, il était là. Ils avaient été invités à bouffer par les Japonais, qui les ont tous tués à la fin du repas. Ça aussi, il ne faut pas faire de tort, il faut faire plaisir aux Japonais, on n'en parle jamais. Et puis c'était tout qu'on fait, que des pauvres connards de légionnaires, ou des gars de la coloniale, ces poivreaux de la coloniale. Mais ces légionnaires et ces poivreaux de la coloniale, ils savaient se battre et ils savaient mourir avec honneur. Voilà la réalité des faits. Mais lorsque Pearl Harbor tombe, lorsque les Japonais attaquent Pearl Harbor, on sait aujourd'hui que les États-Unis d'Amérique le président des États-Unis d'Amérique, son état-major et son gouvernement savaient que les Japonais allaient attaquer. Et même certains ministres l'ont déclaré, ils se demandaient ce qu'il fallait faire pour que les Japonais attaquent. Parce que l'autre avait promis pas de guerre, pas de boy américain dans les guerres étrangères. Alors ils savaient que les Japonais allaient attaquer. D'abord, s'ils n'avaient pas su que les Japonais allaient attaquer, expliquez-moi pourquoi, je dis bien pourquoi, tous les porte-avions américains, une dizaine, étaient en mer et n'étaient pas à Pearl Harbor ce jour-là. Expliquez-moi ça. Vous êtes incapable de me l'expliquer, moi je suis incapable de l'expliquer, sinon en disant que tout ça était prêt et qu'ils savaient qu'ils allaient être attaqués. Alors les soldats d'Indochine, forcément, je m'excuse de ce terme para, mais c'était de la merde. Ils ne se sont pas bien défendus, ils ne se sont pas battus, ils n'avaient pas en face d'eux une machine de guerre japonaise huilée, fanatisée. Ils se sont battus comme ils ont pu. Et lorsqu'il y a eu la guerre avec la Thaïlande, eh bien les renforts français sont partis, les munitions, sur des chars à bœufs. Vous m'entendez? Sur des chars à bœufs. 800, 900, 1000 kilomètres pour rejoindre la frontière de la Thaïlande. Et là, ces soldats français, ces marins français, qui étaient des ordures, qui ne savaient pas se battre, la marine française monte une escadre avec tout ce qu'il y a là-bas, une dizaine de bateaux, pas très très vieux, mais pas très modernes. Et la marine française attaque la marine siamoise, donc la marine thaïlandaise, ce qui était devenu l'État du Siam, le Grand Siam, attaque la marine siamoise et coule la totalité de la marine siamoise, qui étaient des bateaux de guerre fournis par l'Amérique, ultra neufs, 100 fois plus neufs que les bateaux français qui les avaient attaqués et qui les ont tous coulés. C'est la bataille navale de Cochan, que l'école navale ne fête jamais, que la marine française ne fête jamais, que nos enfants à l'école n'en ont jamais entendu parler, parce que c'est la seule victoire de la marine française durant la dernière guerre, mais c'est une victoire vichyste. Voilà. Si tout ça, mes amis, ça n'est pas honteux. Et c'est ça que vous ne pouvez pas comprendre. Pourquoi il y a ces mensonges? Pourquoi il y a ce silence? Parce que si le silence est rompu, il faut expliquer tout ça.
Et il y a peut-être des gens, même à titre posthume, qui doivent rendre des comptes. Parce qu'après, par Harbor, les Japonais mettent le paquet. Ils lancent l'offensive. Ils attaquent Bataan. Bataan, c'est le Gibraltar américain du Pacifique. Le Gibraltar américain du Pacifique, avec un armement ultra moderne. 78 000 hommes, ça capitule. 78 000 prisonniers. Hong Kong est tombé. C'est partout le désastre. La marine anglaise a envoyé 2 de ses plus 9 bâtiments de guerre, dont ils vont d'ailleurs ressortir les jumeaux dans quelque temps. Ces 2 magnifiques bâtiments arrivent face à Singapour sous grand pavois. Les fanfares sur les ponts qui jouent, le God Save the King sur le quai, la foule est là, y compris les indigènes. Les 75 000 soldats ou 80 000 soldats anglais de la garnison présentent les armes, les clairons sonnent, parce que le Canada a dit « mais qui va nous défendre ?» Et surtout l'Australie a dit « mais qui va nous défendre ?» Et l'Angleterre, M. Churchill a répondu « ne vous tracassez pas, nous envoyons ce qu'il faut, vous ne risquez rien. » 3 jours après, la flotte arrivée en fanfare est au fond de l'eau. Tout est coulé. Singapour est défendu par de l'artillerie lourde, mais face à la mer. Les Japonais arrivent par la jungle, par derrière, occupent Singapour. Les 85 000 soldats anglais sont faits prisonniers. Sous-officiers, soldats, officiers vident les poubelles en ville, balayent les rues sous les colibets des Japonais. Les Anglais perdent complètement la gueule. Eh bien, tout ça, ça n'est jamais raconté nulle part. Jamais ça n'est raconté nulle part. Par contre, il faut dire que les soldats d'Indochine, c'était des moins que rien, et qu'ils ont collaboré avec les Japonais. Ce qui est certain, c'est que l'amiral Decoux, pendant 5 ans, a laissé flotter les couleurs, a fait flotter les couleurs françaises, et je reviendrai sur cette question de l'Indochine, mais c'est pour ça que je vous explique tout ça, et tout ce que je vous dis est nécessaire, parce que ça s'emboîte l'un dans l'autre. Après avoir attaqué Merchel-Kébir, parce que Churchill met dans ses mémoires, un général français m'avait dit que Pétain allait refourguer la flotte aux Allemands. Bizarre quand même, non? Un général français. Personne ne sait qui c'est. Je pense que ce serait peut-être un peu De Gaulle quand même, non? Non, mais personne ne sait qui c'est. Et ensuite, Merchel-Kébir est la tuerie que l'on sait, mais Churchill, toujours poussé par De Gaulle, va attaquer Dakar. Alors, les avions anglais arrivent au-dessus de Dakar, et la marine française, qui ne vaut pas un clou, a quand même fait partir, au moment de Dunkerque, tout ce qui pouvait naviguer. Une partie, je l'ai dit, est partie en Angleterre. Ils ont été arraisonnés la veille de l'attaque de Merchel-Kébir. 99% d'entre eux ont refusé de rejoindre De Gaulle. Et une autre partie de la flotte, dont le Richelieu et le Jean Bart, le Richelieu qui était à peu près terminé, mais le Jean Bart, où il y avait encore les ouvriers de l'Arsenal dessus, le Jean Bart est parti pour le Maroc, et le Richelieu, à peu près terminé, est parti. Le Jean Bart est parti avec les ouvriers de l'Arsenal à bord. Bon. Et beaucoup de bateaux avaient rejoint l'Afrique. Et De Gaulle dit à Churchill, il est absolument nécessaire que nous attaquions Dakar, parce qu'il faut nourrir les Français de l'Afrique noire et puis les libérer. Les libérer de quoi? Il n'y a jamais eu un Allemand, sauf
de temps en temps 2-3 mecs des commissions d'armistice italo-allemandes qui passaient, mais jamais eu d'occupation allemande. Et les avions anglais, avant l'attaque de Dakar, survolent le port et larguent des tracts français. Nous venons vous ravitailler et vous libérer. Les Français qui étaient là-bas ne manquaient de rien, au point de vue bouffe, et n'avaient besoin d'être libérés de personne, puisqu'ils étaient là, dans un territoire français, qu'ils s'étaient engagés au moment des accords d'armistice à défendre. Parce que pourquoi Pétain a-t-il fait défendre l'Afrique du Nord? Pourquoi Pétain avait fait défendre la Syrie et le Liban? Pourquoi Pétain a respecté simplement les accords d'armistice qui prévoyaient que l'Allemagne n'occupait pas l'Afrique du Nord, mais l'armée française, remise sur pied par Weygand, devait s'opposer au débarquement de qui que ce soit d'alliés qui venaient occuper le territoire. Alors si les conventions d'armistice, ça ne veut plus rien dire, si tout ça ne veut plus rien dire, c'est sûr et certain qu'on peut raconter n'importe quoi. Mais la vérité est là. Et nous savons maintenant, par les services secrets, les papiers des services secrets allemands, que dès l'attaque de Dakar par les Anglais, les Allemands préparaient l'intervention en Afrique noire et en Afrique du Nord si les troupes de Pétain et de Weygand n'avaient pas résisté. Voilà encore la vérité. Mais le vrai problème, la vraie raison de la balade de De Gaulle avec les Anglais à Dakar, c'est qu'au-delà de Dakar, il y avait une petite ville avec un régiment de tirailleurs sénégalais très musclé, très discipliné, dans lequel était mon ami l'empereur Bokassa, qui me l'a raconté. Et qu'est-ce qu'il gardait, ce régiment de tirailleurs sénégalais? Un très fort effectif, et je le dis très bien armé. Il gardait l'or de la Banque de France, l'or de la Banque de Belgique et l'or de la Banque de Pologne. 1800 tonnes. 1800 tonnes. Alors, comme on dit dans les paras, sans ravitaillement, Churchill, il pouvait se le carrer où il voulait, et sa liberté, il pouvait en faire des saucisses. Il n'avait pas à libérer Dakar, les Français à Dakar n'étaient pas à libérer, n'étaient même pas à ravitailler. L'expédition de Dakar, c'était pour aller à Thiers, prendre 1800 tonnes d'or, dont on sait aujourd'hui qu'avant le départ de l'escadre française petite et de l'armada anglaise, porte-avions, croiseurs, cuirassés, une vingtaine de gros bâtiments, eh bien à Londres, l'or avait déjà été distribué entre certains organismes de guerre et certains pays. Seulement, lorsque l'escadre anglaise arrive devant Dakar et que notre ami l'amiral d'Argentlieu, le moine défroqué, qui commandera en Indochine après, mais il y aura pas mal de choses à dire, va à terre, il se fait tirer dans la gueule par la colo, et même il y a aussi un régiment de tirailleurs, la musclé, qui prend l'embarcation, et puis le Richelieu tire avec toute son artillerie, et que fait l'armée anglaise qui perd un destroyer et 2 ou 3 croiseurs? L'armée anglaise se carapate. Voilà, elle se carapate, parce que l'armée d'armistice faisait respecter les accords d'armistice qui avaient été signés, respect nécessaire pour que l'Afrique du Nord ne soit pas occupée. C'est encore M. de Gaulle qui avait donné cette idée à Churchill. Et quelque temps après, le maréchal Pétain à Vichy reçoit une note confidentielle de Churchill à Vichy.
au maréchal Pétain une note confidentielle de Churchill. Monsieur le maréchal, je tiens à vous informer que le général de Gaulle quittera l'Angleterre par avion, tel matricule, à telle date, et voici son trajet pour se rendre en Afrique. Churchill balance de Gaulle. Churchill balance de Gaulle. Et je le sais, mais je le savais depuis des années parce que mon avocat, quand je suis passé au tribunal pour l'OS, c'était Izorni, et Izorni a été l'avocat du maréchal Pétain. Et Izorni avait la note de Vichy, disant que le maréchal Pétain avait répondu à Churchill « Je ne mange pas de ce pain-là ». Et lui, Izorni comptait lire cette note au procès du maréchal Pétain. Et il y a un envoyé de l'Angleterre qui est venu et qui l'a supplié de ne pas parler de cela. Voilà. Mais quelques années après, ça sort au même titre que tout va sortir. Que tout va sortir. Et que tous les mensonges de la dernière guerre vont sortir. Et qu'on va assister à un beau bordel. On va assister à un beau bordel. Alors, le 17 avril 1942, Giraud s'évade d'Allemagne. Il ne s'évade pas d'une auberge, hein. Il s'évade d'une prison de haute sécurité et il s'évade avec l'aide des services secrets de Vichy. D'ailleurs, quand il passe la frontière, où va-t-il? Il va déjeuner à Vichy avec le maréchal Pétain. Vous savez, ce vieux salaud, cette ordure de Pétain, hein, ce chancre, le plus grand des voleurs, le plus grand des menteurs, l'escroc de la patrie. Écoutez bien la radio, j'espère que vous écoutez la radio, que vous regardez la télévision de temps en temps, même si vous en avez marre. Tous les soirs, on entend ça aujourd'hui, 75 ans après. 75 ans après, quel intérêt est-ce que cela a? Sinon, mettre une chape de plomb sur les mensonges qui de toute façon vont sortir. Giraud s'évade, arrive en Afrique du Nord. Il est là depuis 3 semaines que les Français ont déjà engagé face à l'armée Rommel, ce qui reste de l'armée Rommel, 80 000 soldats. 80 000 soldats français, 3 semaines après l'arrivée de Giraud, sont face à l'armée de von Arnim qui a remplacé Rommel. Et là, ils font l'admiration de l'armée allemande, qui les cite dans le journal officiel. Et ensuite, c'est la mobilisation des pieds noirs. 17 classes du jamais vu. 17 classes qui sont appelées. Ils ont bien été remerciés, nos amis pieds noirs. Ils ont vraiment été bien remerciés. Ça aussi, c'est la vérité. Et ça aussi, il faudra bien que ça se paye. Et si moi, à 89 ans, je suis là encore aujourd'hui à vous parler, c'est parce que j'espère qu'avant de crever, on va quand même leur faire payer toutes ces saloperies. Voilà la réalité des faits. Il faut leur faire payer toutes ces saloperies. Hein? Parce que Darlan se trouve en Afrique du Nord tout à fait par hasard. Et c'est vrai, c'est par hasard. Son fils est hospitalisé dans un hôpital à Alger et Darlan est venu pour le voir. Et c'est là que les Américains débarquent. Et les Américains s'adressent à Darlan. Ils ne s'adressent pas à De Gaulle. Ils ne veulent pas que De Gaulle vienne en Afrique du Nord. Ils s'adressent à Darlan. Et Darlan dit « J'accepte de me ranger à vos côtés ». Et c'est grâce à Darlan
que l'ensemble de l'Afrique noire rallie la résistance. À ce moment-là, De Gaulle a 18 000 soldats, à peu près. 18 000 soldats. Si on compte les soldats blancs qui sont chez De Gaulle, ça représente à peu de choses près l'équivalent des blancs français dans l'armée allemande. Vous entendez ce que je vous dis? Vous notez ce que je vous dis. N'allez plus dire que vous ne saviez pas. Je suis là pour vous le dire. L'armée de la libération de la France, c'est l'armée de Vichy, c'est l'armée de Végan, c'est l'armée pieds noirs et c'est l'armée d'Afrique. Je salue les soldats gaullistes de Bir Hakeim. Je salue les soldats de la France libre, parce que je ne mélange pas les soldats de la France libre et les politicards de la France libre. Mais De Gaulle n'a rien à voir dans la libération de la France. Et De Gaulle, d'ailleurs, a dit un jour à un de mes amis, si Pétain avait quitté la France au moment où les Allemands ont occupé la France libre, la zone libre, eh bien, mon cher ami, dit-il à cet ami, il serait rentré à Paris sur son cheval blanc, acclamé par la foule, et nous, mon pauvre ami, nous n'aurions pas pesé grand-chose, et il n'aurait pas pesé grand-chose parce qu'il ne pesait pas grand-chose. Voilà la réalité des faits. Alors, ne venez pas me dire un jour, j'ai entendu Hollande dans un petit bled dire et attaquer la France libre. J'attaque le général de Gaulle. Je n'attaque pas les soldats de la France libre. Bien que je peux vous dire qu'au point de vue fric et au point de vue avancement, ils ont été plus que gâtés. Plus que gâtés. Et quand aujourd'hui on vous dit que la droite était à Vichy pour collaborer et la gauche était à Londres pour résister, c'est totalement bidon. Les premiers arrivés à Londres pour rejoindre la résistance, et quand ils arrivent, c'est De Gaulle qui est là, c'était des gens de la cagoule. C'est pour ça que beaucoup d'officiers de la France libre portent des noms qui sont des noms de stations de métro parisiens. Parce que comme ils changeaient de nom, dans leur bureau à Londres, ils ont pris une carte du métro de Paris, il y a Passy, il y a machin, ce sont tous les noms des stations de métro de Paris. Mais les gens qui étaient là, les trois quarts qui venaient pour se battre, étaient des gens de droite, d'extrême droite, et bien souvent de la cagoule. Et un ami était dans le bureau de Gaulle, et cet ami a été membre du Front National. C'est pas démarré, enfin, il était ambassadeur de France dans un pays d'Asie. Camaret était dans le bureau de Gaulle, puisqu'il avait rejoint la France libre, et que Camaret, tout en étant membre du Front National, était compagnon de la Libération. On avait 5 compagnons de la Libération au Front National à cette époque. Et rentre De Gaulle dans le bureau, et un de ses officiers en présence de Camaret lui dit « Il y a encore un tel qui vient d'arriver », et De Gaulle se met à gueuler « Oh, encore un youpin !» Parce que De Gaulle dit ce qu'il veut. Je veux bien, je m'en fous. Qu'il appelle les juifs les youpins, ça n'est pas mon cas. Je m'en fous, il dit ce qu'il veut. Mais enfin, mes amis, depuis 40 ans, nous sommes traînés dans la merde. Les anti-juifs, c'est nous. La collaboration, c'est nous. Moi, j'étais dans une pension pendant la guerre, la pension Clairbois, à la limite de Rosny et de Neuilly-Plaisance. Le père Clairbois nous faisait chanter
la Marseillaise tous les matins. Et puis, on avait une pensée pour le maréchal Pétain, tous les matins. Le père Clairbois, comme tous les Français de l'époque et tous les vieux de 14, était vichiste. Mais il espérait que le général de Gaulle était la deuxième corde à l'arc de la France, comme il nous disait, et c'est ce que pensaient les Français. Parce que je vous ai dit tout à l'heure l'arrivée des Allemands à Paris, les affiches tirées d'une lettre de M. Cachin, Ponte du Parti communiste, directeur de l'Humanité, une lettre aux Allemands de M. Cachin, essayant de dissuader ses amis communistes d'attaquer les Allemands. Et le Parti communiste attaquait à l'époque De Gaulle, l'Angleterre et tout ce monde capitaliste. Je répète, De Gaulle, l'Angleterre et tout ce monde capitaliste enjuivé, c'était sur les tracts communistes que distribuaient les jeunesses communistes dont faisait partie le petit Guy Moquet, qui n'a jamais été résistant de sa vie, et ses affiches et ses tracts disaient « Ouvriers français, allez au-devant des soldats allemands, prolétaires en uniforme ». Et l'autre soir encore, parmi les informations fabriquées, il y avait un loustic très sûr de lui. Je ne sais pas où il était certainement même pas né, en 40-41, qui disait « Les Allemands arrivent à Paris, Vichy et Pétain livrent l'industrie française aux Allemands, point, virgule, à la ligne ». Alors qu'à la même époque, je l'ai mis dans mon bouquin, je vais le mettre dans le prochain bouquin à venir, il y avait un tract communiste aux ouvriers. Si les patrons ne veulent pas rouvrir les usines, rouvrez-les vous-même, occupez-les, devenez-en les patrons et faites-les tourner. Ça faisait 2 jours que les boss étaient là. Alors comment autant de mensonges ont-ils pu devenir la vérité? Et c'est ça que connaissait Sarkozy. C'est cette histoire-là qu'il connaît. C'est cette histoire-là que connaît notre président de la République, qui, je le répète encore, n'a eu qu'une bonne idée d'après lui. C'était aller à Oradour-sur-Glane. Alors là, je savais que j'avais les documents. J'ai cherché 3 nuits dans toutes mes archives. Et ça va me servir pour le prochain bouquin. J'ai trouvé un bouquin comme ça, relié, des numéros de Paris Match de l'époque. Et il y a là 10 numéros de Paris Match, le procès total d'Oradour-sur-Glane. Là, j'ai de quoi faire 1 ou 2 chapitres. Comprenez bien, j'espère que vous me comprenez, que tout ce qu'on apprend à vos enfants, tout ce que vous lisez, tout ce que vous écoutez et tout ce que vous voyez à la télé est faux à 99%. C'est pour ça qu'à mes copains para, parce qu'on a notre langage bien à nous, mais notre langage para, il a au moins un avantage, c'est qu'il veut bien dire ce qu'il veut dire. Et je disais à mes copains para, je disais, à force de jongler avec des sauts de merde, ils vont en prendre 2 ou 3 sur la gueule dans quelque temps. Eh bien, c'est en train d'arriver. Même les meilleurs jongleurs de sauts de merde ne sont pas à l'abri d'en prendre 1 ou 2 sur la gueule. Et c'est en train d'arriver. Et c'est peut-être la victoire de cet Olybrius qui n'a pas de parti, qui n'a pas de moyens. Il n'a pas de parti, il n'a pas de moyens. Il fait une réunion dans la cour carrée du Louvre. Il y a là des milliers de personnes qui ont tout un drapeau tricolore qu'on leur a donné.
il n'a personne. Mais qui a acheté les drapeaux? Qui les a distribués? Il décide d'aller au Oradour. Des centaines de gosses arrivent de toute la France, habillés impeccablement, disciplinés en autocar. Mais qui organise tout ça pour un mec qui n'a pas de parti et qui n'a pas d'argent? C'est la plus grande enflure de l'histoire de France. Et si nous ne sommes pas debout, et là j'appelle nos copains qui sont là-haut, debout les morts et aidez-nous, la France est en danger, la France va mourir, voilà la réalité des faits. Nous sommes ici dans la campagne française, cette campagne que nous avons connue vivante, ce pays basque avec ses traditions, qui comme tous les pays de France est en train de mourir, parce qu'avant de faire pourrir la France, ils ont déjà tué l'agriculture française, qui était un mode de vie, qui était une façon de vivre entièrement à elle, mais qui représentait, oh mon Dieu, combien représentait-elle la France? Voilà la réalité des faits. Alors, Darlan accepte, donc toute l'Afrique se rallie. Et ça amène du monde, ça amène des unités de combat, ça amène de très bons régiments, ça amène de l'aviation. Et puis, le 24 décembre, 2-3 jours après, Darlan est assassiné. Darlan est assassiné par un patriote, Bonnier de la Chapelle. Bonnier de la Chapelle est dérivé par un curé, l'abbé Cordier, un mythomane un peu cinglé, hein, qui lui a dit « Tu ne risques rien. Mon petit camarade, tu ne risques rien. Voilà, on va te fournir un pistolet et tu tues Darlan, tu sauves la France, tu es royaliste. » Bon, eh bien, le comte de Paris est d'accord. Ah, si le comte de Paris est d'accord, alors là, ça change tout. Oui, mais je vais me faire assassiner. Non, 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 non. Tu as ma parole, lui dit l'abbé Cordier. Tu seras fusillé, mais avec des balles en bois. Non, mais regardez-moi bien. Vous entendez ce que je vous dis? J'espère que vous mettez tout ça dans votre tête. Tu seras fusillé avec des balles en bois. Alors, le jeune garçon, il n'en a rien à foutre. Hein. Enfin, il ne fait pas exprès de se faire prendre. Bon, enfin, tout compte fait, il sera même prêt à descendre dans la rue en gueulant, c'est moi qui ai tué le traître Darlan. Bon, il est arrêté, hein, et puis jugé vite fait et fusillé le lendemain matin, mais jusqu'au poteau d'exécution, il s'en fout. Les balles en bois, il n'en a rien à foutre. Hein. Et puis les balles ne sont pas en bois du tout. Les balles ne sont pas en bois du tout. Voilà. Un témoin gênant qui disparaît. L'abbé Cordier disparaît. Et tous les gaullistes, les vrais gaullistes de l'affaire, hein, deviendront ministres comme les frères d'Astier et tout ça, tout ce beau monde, hein, se remplira les postes, des postes intéressants. On verra même le gars qui est le conseiller juridique de Gaulle, hein, et dont le nom m'échappe, devenir plus ou moins garde des Sceaux. Et c'est lui qui avait trouvé l'astuce. Hein, il avait dit à De Gaulle, mon général, vous faisiez bien partie du gouvernement français. Oui. En Angleterre, qu'y a-t-il de ce gouvernement? Ben, lui dit De Gaulle, mais il y a moi. Mais je ne le vous fais pas dire, mon général. Vous êtes le seul représentant du gouvernement. Donc Vichy est nul et non avenu. Il n'y a pas de gouvernement de Vichy. Et le gouvernement de la France, c'est vous. D'ailleurs, De Gaulle s'était empressé de voir avec Churchill. Il avait signé des accords pour assurer sa paye de général, sa retraite,
des galons pour tous ces sous-fifres qui y sont allés hardiment, là, du colonel, du lieutenant-colonel, hein, du capitaine, enfin, ça, hein, tout ça était assuré. C'est comme si nous, avant de rentrer dans l'OAS pour regarder l'Algérie française et le Sahara, on avait été demandé au gouvernement français de nous assurer notre retraite, quoi. C'était à peu près la même chose. Ce qui prouve que tout ça, si on l'explique, si on n'oublie rien, c'est totalement merdeux. C'est totalement merdeux. Hein. Et le comte de Paris, forcément, s'empresse de quitter l'Algérie pour aller rejoindre ses propriétés au Maroc. Et puis, Giraud accepte que l'armée gaulliste rentre en Algérie. Alors, ils étaient arrivés avec l'armée anglaise, et il y a le défilé de la victoire à Tunis. Et là, comme il y en a quand même 80 000 Français qui ont combattu les Américains, hein, ça fait beaucoup de bruit au point de vue matériel, mais ils ne sont encore pas très bien formés, les mecs, hein, c'est un peu la débandade. Il n'y aurait pas eu le corps expéditionnaire à Kasserine et ailleurs, le corps expéditionnaire français, il y avait de grandes chances qu'il se fasse enfoncer. Alors, tu as donc le défilé des troupes anglaises et des troupes américaines et des troupes françaises, le corps léger d'intervention. 80 000 hommes, j'oublie de dire, ils ont perdu dans la bataille 15 000 hommes. Donc ils sont déjà plus de 65 000. Les pertes de ce détachement français, ça équivaut à ce que représente l'infanterie de De Gaulle à ce moment-là. Je l'ai déjà dit tout à l'heure pour autre chose, mais je répète à nouveau. Giraud demande à ce que les Français, que ce soit ceux de la France libre ou ceux venant d'Alger, de l'armée d'Afrique, défilent ensemble. Et l'ordre arrive de De Gaulle, vous ne défilez pas avec ces collabos. Vous m'entendez? Eux aussi, ceux-là aussi, c'était des collabos. Comme les gars d'Algérie, d'Indochine, c'était des collabos. Il n'y avait que des collabos. Seulement, que font les gaullistes une fois en Algérie? Les fonds secrets arrivent de Londres. Et des émissaires, souvent des belles filles, vont dans les unités de l'armée d'Afrique et payent les gars pour déserter, pour rejoindre les gaullistes. Du fric, des galons, un avancement inconsidéré, ce qui fait que quelques centaines de types seulement s'en vont, ce qui renforce les unités, entre autres de Leclerc. Je n'ai rien contre Leclerc. J'ai même un peu de respect pour lui parce qu'il s'est bien conduit en Indochine. Là. Mais enfin, je vous raconterai 2-3 choses après. Il ne faut pas quand même oublier que lorsque l'armée française arrive à la frontière allemande, la 2e DB fait prisonnier des soldats français de la LVF qui arrivent du front de l'Est, où ils se sont battus uniquement contre les bolcheviks. Ils sont là, ils sont 11, hein, et ils se rendent aux Français. Et Leclerc dit « Fusillez-moi cette merde ». Et les 11 soldats français qui sont là, qui n'ont combattu que le bolchevisme, sont fusillés par les hommes de la 2e DB. Je raconte tout ça dans un livre et je vais le raconter à nouveau dans le prochain livre qui est là. Et tous meurent en criant « Vive la France !» Et le sous-offre français qui doit commander le peloton d'exécution va communier avec eux avant qu'ils ne soient fusillés. Parce que là aussi, il ne fallait pas, il ne faut pas qu'il y ait de réconciliation nationale. C'est un mot qui ne doit pas exister. Voilà la vérité des faits. Et voilà sur quoi travaillent tous ces salauds.
non seulement Giraud envoie des troupes face à von Arnim, qui a remplacé Rommel, mais il libère la Corse avec uniquement des moyens de l'armée d'Afrique, l'aviation de l'armée d'Afrique, les bateaux et les sous-marins de l'armée d'Afrique, l'infanterie de l'armée d'Afrique. Et lorsque De Gaulle apprend que Giraud a libéré la Corse, il rentre dans une rage folle. Et à l'Assemblée plus ou moins nationale que De Gaulle a créée à Alger, devant tout le monde, piquant une crise d'hystérie, De Gaulle lui dit « Vous m'avez volé la Corse, vous m'avez volé la Corse ». Ce mec était un cinglé sectaire. Voilà la vérité. Le détachement français, c'était le DAF, détachement d'armée d'Afrique, 82 000 hommes, 15 000 hommes tombés sur la frontière tunisienne. La mobilisation verra partir 27 classes d'âge pieds noirs, 259 000 pieds noirs, 176 000 seront affectés dans les unités combattantes. Le restant sera versé à l'encadrement des supplétifs pour garder quand même le territoire de l'Algérie et du Sahara. La mobilisation des pieds noirs atteindra 16,35% du jamais atteint en métropole. En 14-18, au moment des rappels sur les drapeaux les plus conséquents, on était arrivé à 12,50. Les musulmans, beaucoup s'engageront. Ceux qui seront appelés seront de 1,2% en Tunisie, 1,76% en Algérie et au Maroc, ce sera en gros des volontaires qui s'engageront à la demande du roi du Maroc. Hein? La France est libérée. Il faut quand même que j'avance, sans ça La France est libérée, donc vous connaissez le débarquement en Normandie, vous connaissez en Normandie, il n'y a qu'une seule unité qui ne fait pas partie, qui débarque, qui n'est pas de la France libre. Hein. C'est une unité faite par les Anglais, composée de Français, mais c'est le commando Kieffer. Hein. Et la deuxième DB débarquera après. De Gaulle n'a jamais commandé une seule bataille de la dernière guerre, soi-disant à Montcornet, où il a arrêté les Allemands. Mais c'est que dans l'histoire de l'armée allemande, même la plus diluée, il n'est pas question du général de Gaulle qui les arrête je ne sais où. Donc la libération approche, la libération est faite, les cocos ont viré de bord quand Staline a été attaqué par Adolphe. Là, ils ont viré de bord en quelques heures. Très très emmerdés parce qu'ils ne savent pas quels sont les ordres exacts de Moscou. Alors pendant un jour ou deux, ils ne savent pas du tout à quoi s'en tenir. L'occupation a lieu, donc elle est pénible, mais je peux dire que les Français se sont montrés assez dignes quand même pendant cette occupation. J'ai dit tout à l'heure que, et je n'ai pas dit pourquoi, j'étais dans une pension où le directeur, le père Clairbois, était vichiste et anti-allemand, anti-Bosch, et la pension Clairbois, sur 150 gosses pendant la guerre, toute la guerre, a caché entre 50 et 60 petits juifs. Toute la guerre, au milieu de nous. Personne n'a jamais parlé. Personne à l'extérieur n'a su que des gosses juifs étaient cachés là. Alors que nous étions que des enfants, et il se passait des choses assez désagréables pour des enfants, parce que de Suisse arrivaient pour eux, et pour eux seulement, des colis. Et ils touchaient pendant la guerre, où il n'y avait rien, ils touchaient des petits colis, des dattes, des pruneaux, des pâtes de fruits.
enfin des petites sucreries que nous n'avions pas. Et eux, c'était que des gosses, ça. On les a jamais dénoncés pour ça, mais ils ne partageaient jamais. Ils ne partageaient jamais. Mais malgré cela, il n'y a pas un gosse qui a dit « enfoiré de juif », parce que personne ne disait jamais « enfoiré de juif ». C'était des petits juifs et on les cachait. On les traitait des fois de cons et de radins, quoi, hein, parce qu'ils ne nous donnaient pas de chocolat, ils ne nous donnaient rien. Mais nous, on résistait. Avec le père Clairbois, tous les jours, on résistait. Et les plus grands, dans la classe, hein, pendant toute la bataille de Normandie, on avançait des petits drapeaux, on savait où ils étaient. Et puis 2 ans avant, même 3 ans avant, dans la cour de l'école, quand les Anglais avaient attaqué la Syrie et se battaient contre l'armée française, toute la cour intérieure de la pension était tapissée de tricolores, avec des chemises bleues, des chemises rouges, des chemises blanches, des chaussettes bleues, des chaussettes rouges, des nappes, des serviettes. Toute la cour intérieure, les balcons, étaient tapissés de tricolores. Et dans la cour, avec le pétainiste Clairbois, on avait chanté au garde à vous la Marseillaise. Voilà, messieurs les gauchos, les tueurs de la France, ce qu'était la France que vous avez tuée. C'était ça, la France dont vous ne voulez plus. C'était ça, la vérité. Parce que le père Clairbois remplaçait tous ces profs qui étaient partis au travail obligatoire. Et à la fin du cours de chant, je le répète, il jouait au violon la Marseillaise et il pleurait des grosses larmes de vieillard trahis par une bande de pourris. Voilà la vérité. Alors il faut que cela se sache, et c'est ce que je dirai aux cadets que je vais emmener à Dien Bien Phu, et sur la tombe des soldats de Dien Bien Phu, je leur dirai pourquoi tous ces paras, ces légionnaires, ces Laotiens, ces Cambodgiens, ces Vietnamiens, plus nombreux encore que nous sur le terrain, se sont battus jusqu'au bout pour que ne meure pas la France. Voilà la réalité des faits. Je suis écœuré par toute cette merde. Je suis écœuré par tous ces gens. Lorsque De Gaulle est arrivé au pouvoir, la France était dans la merde jusqu'au cou. Et c'est là que les Français se sont aperçus que les Vichy, c'était peut-être des ordures, mais le peu qu'il y avait à toucher, ils le touchaient chaque jour, et que malgré 300 à 400 millions de frais d'occupation journaliers qu'il fallait servir aux Allemands, qui pillaient nos campagnes, qui pillaient nos dépôts, qui pillaient nos vignobles, eh bien, jamais un Français n'a pas pu faire honorer un ticket de rationnement. Les rations étaient petites, mais elles étaient assurées par des gens qui croyaient servir la France et qui, à la Libération, ont été condamnés au nom de lois qui n'existaient pas au moment des faits. Vous entendez ce que je vous dis? Certaines personnes qui ont été soi-disant condamnées, enfin qui ont été condamnées pour soi-disant collaboration, ont été condamnées par des lois qui n'existaient pas au moment où les faits se sont passés. Et que pour que De Gaulle puisse avoir le pouvoir face aux communistes qui représentaient, la CGT représentait 5 millions d'adhérents à ce moment-là, 75 000 fusillés, alors qu'il y a eu en France un peu moins de 20 000 fusillés, ce qui est déjà suffisant, mais les cocos, pendant des années, on a eu 75 000 là. C'était oublié, messieurs les communistes, que tous les Français qui ont été fusillés n'étaient pas communistes. Même beaucoup étaient communistes. Et il faut que vous sachiez, et c'est ça aussi que j'apprendrai aux cadets, que dans les camps de prisonniers en Allemagne, c'était les communistes qui dirigeaient le camp. C'était les communistes qui dirigeaient les camps. Vous m'entendez bien? Ne venez surtout pas me dire à la sortie, Roger, c'est vrai ce que vous nous avez dit. C'était officiellement
les communistes qui dirigeaient les camps. Le soir, il n'y avait pas un seul SS dans les camps, et il y en avait peu dans la journée. La police était faite par les communistes. Et chaque fois qu'un communiste, c'était les communistes allemands qui ont eu, c'est d'ailleurs comme en Russie soviétique, c'était les Droico qui commandaient les stalags, les goulags. Chaque fois qu'un communiste étranger arrivait, les communistes allemands en place lui donnaient un poste de responsabilité. Et c'est pour ça que celui qui est devenu ministre, là, le nom m'échappe, Marcel Paul est sorti de Buchenwald plus gras que quand il est rentré. Parce que les cocos faisaient les listes des corvées le matin, et si là, dans le lot, il y avait des types qui étaient malheureusement prisonniers du fait qu'ils étaient anti-allemands, mais qu'ils étaient aussi anticommunistes, eh bien c'est ceux-là que les cocos envoyaient aux corvées les plus terribles dont on ne revenait pas. Alors non seulement ils proposent au parti nazi de former un gouvernement avec Torres, je vous mettrai le tract dans le prochain bouquin, la lettre pour un gouvernement du peuple avec la Russie et l'Allemagne, du peuple français avec la Russie et l'Allemagne, les trois peuples, pour diriger la France. Je vous mettrai le tract. Donc là aussi, je peux dire, si c'est pas vrai, qu'il m'arrête à la sortie. Ça fait des années que je dis ça. Il ne m'arrête jamais à la sortie. Il ne saisissent même pas mes bouquins. Il y a que De Gaulle qui a été assez con pour faire saisir un de mes bouquins où je disais du mal de lui. Mais les gauchos, les socialos, ils ne font pas saisir les bouquins parce qu'ils savent que ça ferait une publicité. Et De Gaulle, donc, qui n'arrive pas à gérer le pays qu'il a libéré, soi-disant, il dit à ses ministres, vous savez, mon général, les Français, ça va mal dans le pays, ils râlent, ils rouspètent, ils disent qu'ils bouffent moins bien qu'avant, sous Pétain. Et l'autre dirait, je n'ai pas libéré la France pour m'occuper de la ration de macaroni. Ça aussi c'est vrai, ça aussi c'est la vérité. Alors quand je vois un peu l'autre enfoiré d'adjoint de Marine Le Pen qui passe son temps à colomber les deux églises, mais enfin tous les anciens du Front National doivent se retourner dans leur tombe, parce que le Front National a été créé sur des valeurs patriotiques, sur des valeurs anticommunistes, sur des valeurs anti-De Gaulle. De Gaulle qui a bradé l'Algérie, qui a bradé le Sahara, qui accuse Pétain, alors que la guerre était perdue, d'avoir signé l'armistice, alors qu'en Algérie, l'armée française avait gagné la guerre et que lui a donné les pleins pouvoirs au FLN, y compris l'Algérie et le Sahara. Sahara qui n'a jamais été algérien. Sahara qui n'a jamais été algérien. Voilà la réalité des voix. Alors M. De Gaulle, un beau soir, il s'en va. Il réunit ses ministres, puis il dit, monsieur, je m'en vais. Où il s'en va, le père de Gaulle? Il quitte le pouvoir. Il va dans une résidence du gouvernement, un petit château, à Marly-le-Roi, le 20 janvier 1946. Il va à Marly-le-Roi. Alors là, il a quelques officiers d'ordonnance avec lui, et le matin, il les envoie à Paris, voir si des fois, comme pour aller chercher le roi à Versailles, la population de Paris ne monte pas vers Marly-le-Roi pour le ramener à Paris, parce qu'il est parti en disant, dans 8 jours, ils viendront me rechercher. Mais les 8 jours ont duré 11 ans. 11 ans, il a attendu 11 ans, ce qui fait qu'au moment de la fin de la guerre d'Indochine, alors que lorsqu'ils sont arrivés en 1945, les gaullistes ont laissé dans les camps de prisonniers japonais les soldats de l'armée française qui étaient prisonniers des Japonais. Ils y sont restés des mois, parce que l'état-major japonais avait envoyé un message à De Gaulle à Paris
nous allons libérer l'amiral Decoux et lui rendre les pouvoirs, même peut-être lui faciliter les choses. Et De Gaulle à Paris fait répondre: laissez les choses en l'état, ne faites rien, nous envoyons la relève. Seulement la relève met plusieurs mois pour arriver, ce qui fait que les communistes d'Ho Chi Minh, aidés par les Américains, financés et armés par les Américains, ont tout le temps de tuer la moitié des pro-français et de foutre le cirque et le malheur dans toute l'Indochine française. Je rappellerai en plus de ça que lorsqu'il est arrivé en Indochine, l'envoyé de M. de Gaulle, M. Thierry d'Argentlieu, l'amiral Moine, a fait passer les soldats français sortant des camps de la mort japonais en haute cour, en cour d'épuration. Les soldats français sortant des goulags japonais ont été traduits devant des cours d'épuration. Ça aussi, ça se sait. Ça aussi, ça ne se sait pas. Et ça aussi, ça devra être dit. Hein. Et pour en revenir à l'Algérie, au moment où les choses vont mal en Indochine, Ramadier appelle Leclerc et lui dit: mon général, la France a besoin de vous en Indochine. Si vous partez, nous sommes prêts à vous donner les pouvoirs en totalité, pouvoirs civils et militaires. C'est pour le bien et l'honneur de la France. Leclerc dit: je n'ai jamais refusé de servir la France, mais quand j'ai quitté l'Indochine, j'étais très mal avec l'amiral Thierry d'Argentlieu. Et si c'est moi qui vais le représenter, ça va faire un drame. Et Ramadier insiste, et Leclerc lui dit: écoutez, je suis français libre, Thierry d'Argentlieu est français libre, il y a peut-être un homme qui peut arranger ça, c'est le général de Gaulle, puisqu'il est à Colombey, est-ce que vous m'autorisez à aller le voir? Ramadier dit oui. Leclerc va donc voir de Gaulle à Colombey et lui donne toutes les raisons valables pour partir en Indochine avec les pouvoirs civils et militaires. De Gaulle lui donne toutes les raisons d'après lui valables pour qu'il ne parte pas. Leclerc insiste, De Gaulle insiste, il s'engueule. Hein? Et à un moment, De Gaulle dit à Leclerc: mais enfin, Leclerc, et si vous réussissez, qu'est-ce que je deviens, moi? Et tout ça explique l'affaire d'Algérie, où il attendait un merdier, et c'est le merdier algérien qui l'a fait se précipiter. Mais je le répète encore, si les pouvoirs passés du président Albert Lebrun au maréchal Pétain se sont faits dans les normes démocratiques de la République, l'arrivée au pouvoir en 1958 de Charles de Gaulle ne s'est pas fait dans les lois de la République, parce que de Gaulle a toujours fait peser « c'est moi ou les paras ». Si ça n'est pas moi, je suis le seul à arrêter les paras, mais il était aussi le seul à avoir fait se préparer les paras pour sauter sur Paris. Voilà la réalité des faits. Et nous aussi, là, nous avons été bien remerciés. Nous avons été bien remerciés. De Gaulle a bradé l'Algérie. Il a bradé le Sahara pour une seule chose. Une seule chose. Adenauer lui avait dit: les Allemands voudraient que vous preniez la tête de la troisième force mondiale. Il y aurait, mon général, les États-Unis d'un côté et leurs alliés, la Russie et ses alliés, et vous, la troisième force, nous rentrerions avec vous, mais vous seriez le patron de la troisième force. Seulement pour ça, il ne faut pas garder une seule parcelle de l'Empire, il faudra peut-être même envisager de larguer les territoires
les possessions d'outre-mer qui sont des départements. Hein. Et De Gaulle, à ce moment-là, quand on dit « mais pourquoi a-t-il changé ?» Il a changé. Mais il a changé pour ça. Il a changé pour ça. Voilà. Il a largué le Sahara alors qu'il a largué tous les pays d'Afrique très rapidement, alors qu'à Versailles, il y avait l'Assemblée de l'Union française qui s'était rassemblée. On avait distribué, comme pour le Commonwealth, des drapeaux à toutes les colonies et autres, et tout ça devait devenir l'Assemblée nationale, enfin devenir un truc national. Quoi, oui, enfin, un ensemble comme le Commonwealth. Et de ce jour-là, il a accéléré, donnant l'indépendance à des pays qui ne la voulaient pas si tôt. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit qu'ils sont dans la merde jusqu'au cou, parce qu'ils vont tous venir ici. M. Attali leur a dit d'ailleurs, hein, qu'ils avaient le droit de venir en France, parce que quelques connards se sont aperçus qu'il faisait chaud en Afrique. Voilà, il faisait chaud en Afrique, et qu'ils vont manquer d'eau. Hein, et puis ils vont avoir soif, et puis la forêt ne pousse plus, et puis le riz ne pousse plus. C'est vrai qu'on a oublié de leur dire que pour que ça pousse, il fallait semer. Alors comme ils ont oublié de semer, depuis quelques années, il n'y a plus rien qui pousse. Hein. Bon, c'était le bordel le plus complet. Hein. Tous ces gens disent, ils sont les bienvenus chez nous. Il n'y a plus de logement pour les pauvres. Il n'y a plus de logement pour les étudiants. On ne sait plus où mettre les familles nombreuses. Les caisses sont vides, mais tous les jours, par ici la bonne soupe, des milliers et des milliers d'hôtels autour de Paris et dans toute la région parisienne sont occupés par des gens que vous logez, que je loge. Tout ça est fait à nos frais. Et personne n'a voulu écouter M. Boumedienne quand le 26 janvier 1971, il disait « À Paris, on semble ignorer que nous détenons un très grand nombre d'otages français. Quand il le faudra, nous en communiquerons la liste à la presse, d'où une émotion considérable en France. Alors, pour obtenir la libération de ces otages, il faudra y mettre le prix. » Ouari Boumedienne, président de la République algérienne, au journal L'Éclair, le 26 janvier 1971. Qui s'est intéressé à la déclaration de M. Boumedienne? Personne ne s'est intéressé à la déclaration de ce salaud. Et les femmes, les jeunes filles sont mortes dans les bordels clandestins. Des hommes sont morts dans les goulags du Sahara, marchant à la trique, sans que personne aille les rechercher, alors que les services secrets français savaient où étaient les bordels clandestins, où étaient les camps de prisonniers. Rien n'a été fait. Et aujourd'hui, ces gens nous ont chassés de chez eux à coups de pied dans le cul. Les harkis ont été désarmés de façon dégueulasse parce que ces messieurs de l'intendance sont arrivés dans les harkas avec des camions chargés de caisses d'armement neufs et puis des camions vides. Et on leur a dit, mettez vos armes anciennes dans ces camions vides et on va vous donner des armes nouvelles pour que vous puissiez vous défendre. Et dès que les armes anciennes ont été mises dans les camions se sont barrés et les camions d'armes neuves sont partis aussi. Et c'est ça que nous avons sur la conscience, nous, alors que le peuple de France et les dirigeants de ce pays s'en foutent, s'en tapent totalement. Eh bien, mes amis, non. Il faut se battre. Il va falloir se battre. Nous sommes colonisés. Nous sommes insultés tous les jours. Il y a eu 3 siècles d'esclavage où les Européens ont été partie prenante. L'esclavage arabe, musulman, a duré 17 siècles. Il y a eu 13 à 17 millions de Noirs transportés par l'esclavage musulman. De l'esclavage de 3 ans européen, il reste 85 millions de descendants des esclaves en Amérique du Sud, dans toute l'Amérique du Sud et aux États-Unis. Dans les pays arabes, il ne reste rien parce que les Noirs qui arrivaient, les esclaves qui arrivaient
dans les pays musulmans étaient castrés, devenaient des eunuques et n'ont donc pas fait des enfants. Et aujourd'hui, et pendant les 5 ans de règne de M. Hollande, on a entendu dire que la France était pire que tout. On a entendu dire que nous étions des salauds, que nous avions pillé l'Afrique, que nous avions pillé le monde, que nous avions fait uniquement des saloperies. Moi, je connais une douzaine d'hommes africains, asiatiques, nord-africains, qui ont désiré écrire des livres pour rendre hommage à ce que la France avait fait dans son empire. Ils n'ont jamais trouvé un seul éditeur. Tous les éditeurs leur ont dit « Mais mon pauvre ami, ce genre de choses n'intéresse pas les Français. » Si, ça intéresse les Français, mais ça n'intéresse pas les gens qui nous gouvernent. Les gens qui nous gouvernent, qui ont volé le pouvoir depuis 40 ans, puisque depuis 40 ans, ils ont laissé en place des lois électorales qui font qu'avec des millions et des millions de voix, le Front National n'a jamais pu avoir de députés ou sinon un nombre tellement infime qu'il vaut mieux ne pas en parler. Alors aujourd'hui, ils viennent encore nous parler de la proportionnelle. La proportionnelle qui, soi-disant, ne permet pas de diriger un pays. Un pays où les élus sont désignés à la proportionnelle ne peut pas être gouverné. Ce qui est marrant quand même, c'est que l'État d'Israël, c'est la proportionnelle intégrale en Israël. De toute façon, les frontières, les murs, tout ça c'est bon en Israël, mais pareil que chez nous, un mur ça ne ferme rien, une frontière de barbelés, ça n'arrête rien. On se demande pourquoi les mecs de Corée du Nord n'arrivent pas à se barrer et pourquoi pendant des années les Russes n'arrivaient pas à se barrer. Mais c'est comme ça. Et chaque mois, chaque semaine, je fais mes notes, je classe pour en mettre plein la gueule à M. Attali, qui a encore dit la semaine dernière, en Afrique du Nord, la moitié de la jeunesse a moins de 20 ans, et elle oublie qu'ils ont le droit de venir en France quand ils veulent. Et j'espère que M. Attali va bientôt crever. J'espère par contre que la France va survivre et que vous dites merci d'être venu m'écouter.